Après avoir vu la structure, la composition de l'atmosphère et les mouvements atmosphériques, nous allons voir donc en grand C les mouvements océaniques, ce qui faisait l'objet du TP suivant, le TP5. Alors, il faut savoir que les mouvements océaniques se scindent en deux parties, les mouvements océaniques de surface et les mouvements océaniques de profondeur. Pourquoi deux parties? Parce que ces mouvements ne sont pas soumis aux mêmes forces, c'est-à-dire ils ne se déplacent pas de la même façon. On va commencer par ceux de surface. Les courants marins de surface sont liés au vent. C'est-à-dire que quand le vent souffle vers le nord, eh bien, ça va avoir tendance à dévier les mouvements océaniques également vers le nord. Donc, les courants marins de surface qui sont liés au vent réalisent globalement un transport des eaux chaudes vers les latitudes plus élevées ou des eaux froides vers les latitudes plus basses. Donc, ils sont liés au vent. C'est ça qu'il faut retenir. Ceux qui sont en profondeur ne sont pas liés au vent, évidemment, puisque le vent ne peut pas influencer en profondeur les mouvements marins. Donc les courants marins profonds sont liés à des différences de densité des eaux, et la densité augmente avec la salinité et diminue avec la température. Donc c'est un processus physico-chimique qui entraîne le plongement, de façon générale, le plongement des masses océaniques au niveau des zones froides, par exemple les pôles, et permet une remontée de ces eaux au niveau à peu près de la zone intertropicale, à peu près au niveau de l'équateur. Donc cette circulation, qu'on appelle le tapis roulant océanique également, s'appelle aussi la circulation thermo-haline. Thermo pour température, haline pour salinité, puisque c'est une circulation qui dépend des paramètres de salinité et de température. Je reviens un instant sur la salinité. La salinité augmente avec la latitude. C'est-à-dire que plus on est dans les zones froides, plus la salinité est élevée. La raison en est que dans ces zones-là, eh bien, il y a plus d'évaporation, d'accord? Et comme il y a plus d'évaporation, eh bien, il y a moins d'eau. Et comme il y a moins d'eau, la concentration en sel augmente, ce qui provoque le plongement des eaux. Donc on va conclure dans le grand D par rapport à ce grand 3. Les mouvements de l'atmosphère et des océans tendent à transporter de la chaleur de l'équateur vers les pôles. Le but c'est quoi? S'il n'y avait pas ça, il faut savoir qu'en physique, tout tend vers l'équilibre. Donc si on crée un déséquilibre, par exemple, il y a plus d'énergie à un endroit et moins de l'autre, il va y avoir tendance à se rééquilibrer. Et ce rééquilibre passe entre autres par des mouvements aussi bien de masse d'air que de masse d'eau. Donc, le but c'est de réduire le déséquilibre causé par l'inégale répartition de l'énergie solaire reçue au sol. Les déplacements des enveloppes fluides de la Terre dispersent les produits chimiques ou poussières qui y sont injectés, soit par les activités humaines, pollution industrielle de toutes sortes, soit par les événements naturels, éruptions volcaniques par exemple. Pour cette partie-là, je vous invite à voir le corrigé du TP4 qui traitait des mouvements atmosphériques. Dans le TP, nous les détaillons davantage, donc n'hésitez pas à consulter la correction qui est en ligne dans la partie polycopiée de seconde. Donc, pour finir, le schéma bilan de cette partie. Sur ce schéma, donc, en haut, on voit le déséquilibre énergétique et le moteur principal des mouvements. On voit que le bilan énergétique est positif dans les zones intertropicales, grosso modo, et plutôt négatif lorsqu'on se rapproche des zones polaires. Ce qui entraîne donc des mouvements atmosphériques qui cherchent à estomper le déséquilibre thermique à cause de la réception de l'énergie solaire. Ensuite, en dessous, nous voyons un couplage entre mouvement atmosphérique et océanique. C'est-à-dire, c'est pour bien montrer le lien entre mouvement atmosphérique et mouvement océanique de surface. Si on regarde la rotation des vents au-dessus de l'Atlantique, on constate qu'elle est dans le même sens que les courants marins de surface dans cette même zone. Donc les mouvements, on dit qu'ils sont couplés. Ainsi, on voit sur la carte du dessous comment se fait la dispersion des pollutions. Eh bien, dans la basse atmosphère, je parle bien de la basse atmosphère, les pollutions suivent dans l'ensemble le mouvement des vents. C'est-à-dire là on a l'exemple de la catastrophe de Tchernobyl que vous avez étudié en TP, et on voit que lorsque les vents changent de direction,
la direction de la pollution change également. Ce qui n'est pas le cas dans la haute atmosphère. Alors comment on le sait? Eh bien, si on prend par exemple l'étude d'éruption volcanique de type explosif, eh bien, les explosions projettent des particules dans la haute atmosphère, ce qui va entraîner à terme, lorsqu'on étudie ces pollutions, un recouvrement de la quasi-totalité du globe, car dans ces hautes altitudes, eh bien, les vents ne sont dans le même sens et rapides, ce qui permet une dispersion des pollutions au niveau global de façon assez rapide. La dernière photo du bas à droite du schéma bilan fait référence donc à ce que j'ai parlé tout à l'heure, une pollution pétrolière. Et comme on le voit, eh bien, la direction de la nappe de pétrole est changeante et dépend aussi donc de la direction des vents. Voilà.